Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier sur le chauffage au bois, très pertinent par cette journée de bon froid qu'on a ici dans notre région. Donc aujourd'hui, cet atelier est proposé par la Maison Énergie Habitat Climat du pays d'Aix-en-Provence, représenté par Olivier Blevac, et par l'ALEC de Marseille, l'Agence de l'énergie du climat de Marseille, représentée par moi-même, Shakti Maria Chali. On peut passer au sommaire de cet atelier. Donc, comment ça va se passer? Pour ceux qui ont l'habitude de nos ateliers en ligne, vous connaissez un peu le déroulement. On va vous présenter d'abord rapidement qui on est, donc le service public de la rénovation de l'habitat, le contexte et les enjeux actuels. J'ai des petits carrés qui apparaissent, Olivier. Ouais, c'est moi, pardon. Ouais. Vas-y. Le combustible bois, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et les différents systèmes qui existent, le fonctionnement et l'entretien, les aides financières éligibles au projet bois que vous pouvez avoir, que vous avez, et un espace, un temps dédié aux questions-réponses. Voilà. Donc, qui on est? On est le service public de la rénovation de l'habitat, donc qui est représenté par l'ALEC de Marseille, la Maison Énergie Habitat Climat d'Aix-en-Provence, et la DIL qui est l'Agence départementale d'information sur le logement. La DIL, ce sont des juristes qui peuvent vous accompagner pour toutes vos questions juridiques et d'ordre fiscal. Ils peuvent vous donner des premières informations sur les aides financières que vous pouvez prétendre par rapport à votre revenu fiscal de référence, par exemple. Mais pour un accompagnement plus poussé concernant un projet et la technique, ça sera plutôt l'ALEC ou la Maison Énergie Habitat Climat d'Aix-en-Provence qui peut vous accompagner à vraiment définir votre projet et à mobiliser les pros par rapport à vos besoins. Et aussi vous renseigner spécifiquement aux aides financières qui pourraient être applicables sur votre projet. Donc, on pourrait passer à l'autre slide. C'est tout noir. Donc, comment on se répartit le territoire? La LEC, on opère plus dans le territoire sud des Bouches-du-Rhône, donc dans la région de Marseille, le pays d'Aubagne, de Martigues, tandis que la Maison Énergie Habitat Climat d'Aix-en-Provence fonctionne sur le pays d'Aix et le pays salonnais. Tu me corriges si j'ai raté quelque chose, Olivier. Non, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et il y a une zone qui est prise en charge par la métropole, donc la zone de d'Istres, Miramas, etc. Et l'étang de Berre. Pour nous joindre, un seul numéro, peu importe où vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, ça sera à l'Eurénov Énergie. Donc, je vous donne quelques minutes pour le noter. Vous pouvez aussi le trouver sur Internet. En appelant ce numéro, vous allez d'abord avoir un premier conseil juridique et fiscal, donc c'est bref, de la part d'un juriste de la DIL, plus communément. Et après, vous allez être rappelé soit par un conseiller de la LEC ou de la Maison Énergie, dépendant de votre région, zone d'habitation. Voilà. OK. Désolé, j'ai un petit souci. À chaque fois, il y a des petits carrés noirs qui s'affichent. J'essaie de régler ça, mais c'est en cours. Alors, sur la partie contexte et enjeu, pourquoi on parle de chauffage et pourquoi on parle au niveau du logement? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté? Tout simplement parce que la part du résidentiel, ça reste, à l'heure actuelle, le secteur qui consomme le plus d'énergie en France. Vous voyez, là, les différents secteurs par rapport au transport, par rapport à l'industrie, par rapport à l'agriculture, etc. C'est toujours un peu constant, hein, même si, non, mais même pas de baisse, plutôt constant. On est autour des 40-45% de consommation énergétique qui est demandée qui est produite pour le résidentiel tertiaire. Donc on voit que c'est un levier assez important et c'est une possibilité de faire un gain énergétique important.
Aussi, un autre point important, on va parler après du chauffage, on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans le détail des systèmes, des combustibles, etc. Mais première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quel que soit le système, on peut avoir le système le plus performant possible. S'il est installé dans un logement pas du tout isolé, pas du tout isolé, ce sera pas du tout intéressant. Première chose à faire, c'est vraiment prioritairement d'isoler son logement, de mettre, comme on peut le voir sur l'image, un manteau autour du logement, les parois qui donnent sur l'extérieur, les murs, la toiture, le plancher, les fenêtres, d'avoir le moins de pertes de chaleur possible pour après avoir un système de chauffage performant et adapté. Puisque, en fait, il faut bien comprendre aussi que pourquoi on chauffe un logement, ben, c'est pour compenser les pertes. Si on n'avait aucune perte dans un logement, si on prend le cas d'un logement idéal avec une épaisseur infinie d'isolant, ben, on n'aurait pas besoin de chauffage, puisqu'il n'y aurait aucune perte de chaleur et la chaleur resterait dans le logement, donc il n'y aurait pas besoin de renouveler cette chaleur-là. Donc c'est important voilà, d'avoir en tête aussi que la première chose, c'est vraiment l'isolation avant de penser au système de chauffage. Je te laisse continuer. Je réponds juste à quelqu'un qui dit qu'il a du mal à rejoindre l'audio. Donc, en bas à gauche, vous avez un petit micro. À côté de ce petit micro, vous avez une petite flèche où vous pourrez rajuster les paramètres de votre micro. Voilà. C'est ça qu'il faut que je fasse. Hop, voilà, c'est bon, il n'y aura plus de carré noir, ça y est. Voilà, votre micro et votre haut-parleur. J'espère que j'ai pu résoudre ce problème. Hop, Donc, voilà. un petit glossaire pour faire le tour des termes qu'on va utiliser durant le cours de ce webinaire. Foyer fermé. Donc, qu'est-ce que c'est un foyer fermé? C'est un équipement de chauffage au bois qui a l'aspect d'une cheminée traditionnelle, mais pour lequel la combustion se fait dans une enceinte fermée. Donc, ça ressemble beaucoup à un foyer ouvert, mais avec une vitre souvent devant et la combustion se déroule dans un foyer fermé de métal, souvent de fonte de trois côtés. Granulé de bois pelé, voilà, qui était un peu un grand sujet de discussion dernièrement. Donc, un combustible en forme de bâtonnet issu du compactage des sciures et des déchets de la sylviculture. L'inertie thermique. Donc, qu'est-ce qu'est l'inertie thermique? C'est la capacité d'un matériau à accumuler de l'énergie et de la restituer dépendant du matériau avec un temps plus ou moins long. Donc, ça va être surtout par rapport aux caractéristiques du matériau. On pourra parler de ça un peu plus tout à l'heure. L'air primaire, l'air secondaire. Donc, l'air primaire alimente la base des flammes pour assurer la combustion du bois, tandis que l'air secondaire assure la combustion des gaz, donc des gaz issus de cette combustion première, de l'air primaire, pour avoir vraiment une combustion complète. Maintenant, on commence à parler aussi d'air tertiaire. Les plaquettes, donc ce sont les plaquettes. Les plaquettes sont des copeaux qui proviennent du broyage ou du déchiquetage de bois, souvent des bois de taille ou des plaquettes forestières, taille forestière. Le tirage, qu'est-ce que c'est? Donc, le tirage, c'est le mouvement ascensionnel des gaz chauds dans un conduit de cheminée, ce qui fait l'extraction des gaz de combustion. Et le turbo, c'est un élément mécanique, électrique, souvent un ventilateur chargé de forcer la circulation de l'air dans une chaudière ou dans un équipement de chauffage au bois. Il y aura d'autres termes, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure s'il y a des termes où vous avez des petites questions ou vous souhaitez avoir plus d'infos. Je passe la main à Olivier pour le bois. Ouais, alors je suis désolé pour les petits carrés, j'avais masqué, mais ça revient. J'ai mal paramétré le partage dès le départ et du coup, je ne vais pas pouvoir passer outre. Alors, combustible bois, qu'est-ce que c'est que le bois? Alors, le bois, c'est ça. Bon, je suppose que ça vous aide pas trop. C'était juste pour dire que c'est pas, on va pas rentrer dans le détail technique de qu'est-ce que le bois, quoi c'est composé, etc., les différentes essences. On n'a pas forcément le temps. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le bois, c'est voilà, déjà une énergie renouvelable, puisque à l'échelle humaine, ou en tout cas, le bois va avoir, on peut le replanter, on peut faire repousser des arbres. Et aussi, c'est un bilan CO2 qui est considéré comme neutre. Pourquoi considéré comme neutre? Eh bien, parce que, en fait, on considère que
bon, effectivement, lorsqu'on brûle du bois, on émet du CO2. La combustion, forcément, ça émet du CO2, mais on considère que ce CO2, il a été absorbé au moment de la croissance de l'arbre. Et donc, au final, c'est neutre. Alors ça, c'est pas moi qui le considère, hein, mais c'est les différentes normes, notamment au niveau des diagnostics de performance énergétique et voilà, des évaluations énergétiques, notamment celles qui permettent de calculer les DPE, hein, les diagnostics que vous avez pour la location, pour la vente. Dans ces diagnostics-là, le bilan énergétique du bois est à zéro, donc en tout cas, il est neutre en CO2, contrairement aux autres combustibles, notamment fossiles, où il y a un fort impact au niveau carbone. Donc voilà, c'est les deux principaux avantages, c'est la partie renouvelable et la partie impact sur l'environnement. Hop. Les ressources bois en France. Donc, les données qu'on a pu récolter qui montrent que la forêt s'accroît continuellement sur le territoire depuis 2 siècles. Donc, voilà, le graphique le montre très bien. 17 millions d'hectares en 2019, soit 31% du territoire national. Le volume de bois sur pied est à peu près de 2,8 milliards de mètres cubes. Toutes ces données peuvent être retrouvées sur le site de l'IGN, l'inventaire forestier. Je peux mettre le lien dans cette discussion, comme ça, si vous voulez aller un peu plus en profondeur sur le sujet, ben, vous avez la ressource à portée de main. Je vais le copier tout à l'heure. Donc, la ressource bois en PACA aussi, des données que j'ai récoltées sur le site de l'IGN et sur le site de l'OFME, qui est l'organisme régional chargé de la gestion des forêts en PACA. Donc, on a une superficie forestière importante, qui est illustrée là, 1,6 million d'hectares de forêt. On a 51% du territoire qui est boisé, contrairement à 31% en France, donc qui est exceptionnel. Mais bon, il faut aussi réfléchir à la géographie de notre territoire. On a les Alpes qui est aussi un territoire qui est moins accessible, je dirais, donc qui contribue aussi à beaucoup de cet emboisement. On a un peuplement peu diversifié, donc contenant un essence d'arbres. Voilà, je vous ai mis aussi la typologie des surfaces forestières qui existent. D'accord, on a beaucoup de résineux, comme on le constate de visu souvent autour de nous. Et voilà, comment est utilisée la ressource bois en PACA. Donc, on voit que voilà, il y a une grosse partie qui est utilisée pour le bois énergie. 452 000 mètres cubes. Ok. En ressources bois en France. Donc, comment c'est utilisé? En France, on a 17 millions d'hectares de forêt, 30% du territoire. On voit qu'il y a 10 millions de mètres cubes qui sont utilisés dans le bois industrie et il y a une partie de cette ressource qui vient aussi du bois d'œuvre. Donc, comme je vous ai mentionné plus tôt, les granulés, certains copeaux viennent du bois d'œuvre, donc de l'industrie et de la construction. Donc voilà, ça contribue à produire 8,2 millions de tonnes de produits connexes utilisés pour l'industrie du papier et du chauffage, donc les granulés, entre autres. Ça, du coup, c'était donc sur les différents combustibles issus du bois. Bon, traditionnellement, effectivement, on a la bûche classique de bois qui est utilisée depuis longtemps. On a les briquettes reconstituées qu'on voit un petit peu parfois, qui ont un pouvoir calorifique un peu supérieur, enfin, en tout cas un des avantages qui est énoncé. On a le granulé de bois dont on parle beaucoup ces derniers temps, et on a la plaquette. Alors la plaquette, c'est plus utilisé sur des systèmes un peu industriels, ou en tout cas avec des puissances importantes.
puisqu'on va dire que c'est du bois déchiqueté, mais qui n'est pas forcément, un pouvoir calorifique, donc c'est-à-dire un pouvoir de chauffe important, mais voilà, il demande beaucoup moins de travail, puisqu'il n'est pas compacté ou il n'est pas coupé, etc. En tout cas, coupé de manière fine. Voilà, c'est plutôt utilisé dans les communes ou voilà, pour les chaufferies un peu plus importantes qu'au niveau individuel. On voit les taux d'humidité maximum, donc bon, forcément, c'est, l'humidité, c'est assez important au niveau de la combustion. Et on voit que sur le granulé, sur les briquettes, c'est les combustibles qui ont le taux d'humidité le plus faible. Les certifications, etc. Alors, justement, pour parler de ça, on a une petite vidéo à vous montrer. Normalement, ça devrait fonctionner, j'espère. Donc, sur justement le principe des différents combustibles et comment choisir son bois, etc. Alors, tac, tac. Ah, le bois, ça se mérite, hein. Faut le couper, le porter, le sécher. C'est un métier. En revanche, c'est important de respecter les bonnes pratiques pour se chauffer avec le bon bois sans enfumer tout le monde. Nous devons respecter ce que la nature nous offre. Faites appel à un professionnel, une entreprise qui pourra vous livrer le combustible adapté à vos besoins et qui saura vous conseiller. Et avec cette machine, ils garantissent du bois fondu à des dimensions régulières. Pour trouver un fournisseur, référez-vous aux démarches qualité comme France Bois Bûche. France Bois Bûche, c'est la garantie de faire appel à une entreprise impliquée dans le tissu économique de votre région et engagée dans une démarche de qualité et de transparence. Lorsque vous commandez votre bois, indiquez à votre fournisseur quelle utilisation vous en aurez et dans quel délai. Donnez-lui les caractéristiques souhaitées, essence, volume, longueur, et l'état de votre stock selon votre consommation. Ne brûlez que du bois sec. Pour ça, deux possibilités. Soit vous achetez du bois chez votre fournisseur, prêt à l'emploi, et vous vérifiez avec lui le taux d'humidité. Soit vous achetez du bois encore humide, au printemps, et vous terminez le séchage vous-même. Dans un abri conçu à cet effet. Au printemps, le bois est parfois moins cher qu'en pleine saison de chauffe. Surtout, votre fournisseur sera peu disponible pour vous conseiller. Au moment de la livraison, le professionnel France Bois Bûche vous remet une facture sur laquelle apparaissent les caractéristiques de votre bois. Cela vous permettra de garder une trace de votre commande et d'avoir les informations nécessaires sur votre combustible pour recommander la prochaine fois. Il vous remet une brochure explicative. Une fois réceptionné, il est important de bien stocker votre bois. En extérieur, abrité et décollé du sol, en plein vent si possible. Évitez les caves et les garages. Et rentrez le bois chez vous la veille de son utilisation. Alors mes amis de la forêt, vous savez maintenant quel bois utiliser et où l'acheter pour être plus respectueux de l'environnement. Et n'oubliez pas, un jour, la nature vous le rendra. Hop. Donc, merci Peter pour cette intervention. Donc, du coup, voilà, sur la partie combustible. Après, c'est aussi intéressant d'avoir une équivalence, puisque voilà, différentes énergies, on ne sait pas trop comment les comparer. Alors, on parle, pour les comparer, d'unité unité un peu universelle, qui est le kilowattheure. Donc, par rapport au fuel, 1 litre de fuel, ça correspond à peu près à 10 kWh. Donc ça, c'est assez simple de s'en rappeler. 1 mètre cube de gaz, c'est grosso modo à peu près la même chose aussi. Bon, 11, mais on va dire autour des 10 kWh. Donc ça aussi, c'est assez facile de s'en rappeler. 1 tonne de granulé, ça produit à peu près 4600 kWh. Et un ster de bûche, ça produit à peu près 1600 kWh. Et donc après, à droite, vous avez l'équivalent fuel pour 1000 litres de consommation. Donc, ben, voilà, ça fait à peu près 1000 litres de fuel, ça correspond à peu près à 6 ou 7 stères et à 2 à 3 tonnes de granulés. Et après, à droite aussi, vous avez les équivalents au niveau du bois.
Donc 0,7 CR de bûche, ça correspond à peu près à 1 mètre cube de plaquettes, qui correspond à peu près à 220 kg de granulés, qui correspond à peu près à 1000 kWh. Donc ça, c'est en termes de pouvoir calorifique, donc de quantité de chaleur que l'on peut produire en brûlant ce combustible. Voilà, sur ça. Hop. Donc après, on va passer aux différents systèmes existants. Je suis désolé pour la barre, mais je ne peux pas faire mieux. Si je vais la mettre en bas. Hop. Tac. Du coup, je vais laisser chaque petit. À part si c'est peut-être. Ah oui. Donc je le c'est pas ça. Excusez-moi. Hop. Là. Hop. Merci Olivier. Ok, donc les différents systèmes, il y a le petit carré noir qui est au milieu de l'écran en ce moment. Donc, les différents systèmes qui existent, d'abord, les 3 conditions essentielles à pouvoir installer un appareil de chauffage au bois sont d'avoir un conduit d'évacuation des fumées disponible, donc une cheminée, un conduit de cheminée, un boisseau en toiture, ou sinon, ça impliquerait de faire installer un conduit d'évacuation des fumées. Un espace suffisant, donc soit à l'intérieur pour installer un appareil et de stocker son combustible, donc pour stocker le bois ou le granulé, ou un espace, si vous optez pour un système de chauffage central à la biomasse, au bois, au granulé ou à la plaquette, un espace suffisant pour installer cet appareil et le silo. Une entrée d'air, donc qui est très important pour la combustion de tout matériel, donc pour la combustion du bois, une entrée d'air suffisamment bien dimensionnée par rapport à l'appareil que vous allez installer. D'accord ? C'est ce qui est préconisé en ce moment. Donc, tout appareil récent qui va être installé au bois doit avoir une entrée d'air particulière à ce système, raccordé directement au système. Donc, voilà. Et de 2, il faut savoir quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'un chauffage principal ou d'un chauffage d'appoint? Si c'est un chauffage d'appoint, souvent un insert ou un foyer fermé ou même un poêle est considéré comme un chauffage d'appoint, même si certaines personnes peuvent chauffer toute leur maison avec ces systèmes. Donc, ces systèmes utilisent soit des bûches ou des briquettes reconstituées. Un poêle peut aussi utiliser du granulé comme carburant, comme biomasse. Et pour le chauffage central, ça va être une chaudière manuelle ou automatique. Donc, automatique, ce sont des chaudières à granulés ou à plaquettes, où les granulés ou les plaquettes sont envoyés directement dans la chaudière. Une chaudière manuelle, c'est des chaudières à bois où vous chargez une quantité de bois qui va chauffer un ballon tampon. Même les chaudières automatiques ont des ballons tampons qui chauffera éventuellement votre maison pendant une certaine quantité de temps, dépendant, comme Olivier a dit, de la déperdition de votre logement. Donc voilà, encore une fois, on retourne sur le fait d'avoir une maison bien isolée. Donc, avec une maison bien isolée, un poêle pourrait éventuellement fournir la chaleur nécessaire afin de passer 3, 4, 5 heures au confort en faisant quelques flambées dans toute la maison. Pour le stockage, je pense qu'on a un autre slide sur le stockage, donc on pourra revenir dessus un peu plus tard. Donc le foyer fermé. Donc souvent les gens quand vous avez une cheminée qui existe, un foyer ouvert, ce n'est pas très efficace. Donc le rendement moyen d'un foyer ouvert est à peu près de 15%. Donc ça veut dire que quand on met une bûche, on perd 85% de l'énergie que la bûche fournit. Donc, et en plus, la combustion est très incomplète, donc ça génère de grandes quantités de polluants gazeux et particuliers, que ce soit extérieur, donc qui ressort de votre conduit de cheminée dans l'air ambiant, donc fait de la pollution atmosphérique, et en plus,
ça génère de la pollution interne dans votre maison aussi. Donc, une solution rapide pour la fermeture d'un foyer ouvert. Pour le rendement, il y a plusieurs questions qui rentrent en ce moment. Donc, pour le rendement, on verra ça. On a un autre slide qui va parler du rendement spécifiquement après. Donc, ouais, je vous disais, donc, la solution facile à fermer un foyer ouvert, ça serait un insert. Un foyer fermé, quant à lui, serait plus adapté pour la création d'une nouvelle cheminée. Donc, la création de toute la structure autour du foyer fermé. Parce que l'appareil doit être placé avant tubé et après, vous pouvez créer toute votre structure autour en utilisant, encore une fois, des matériaux avec une belle inertie thermique qui pourrait rayonner, encore une fois, cette chaleur dégagée par le foyer fermé. Alors, on peut passer à l'autre slide. Donc, les poêles à granulés ou les inserts à granulés, donc les rendements qui s'améliorent d'année en année, sont de l'ordre de entre 85 et 98%. Le poêle à granulés, donc il y a vraiment un confort d'utilisation, le démarrage est automatique, l'appareil est programmable, tout comme l'alimentation en granulés. Donc, vous chargez une fois le silo, souvent c'est des silos de 15 à 18 à 20 kg, et l'appareil peut marcher dépendant de votre besoin de chauffage. Souvent, ça peut vous durer, dépendant de l'état d'isolation et vos besoins énergétiques de votre logement, ça peut durer entre 1 à 3 jours, voire 4 pour les maisons très bien isolées. Donc, vous avez un gain en manutention, donc vous chargez une fois pendant 3 ou 4 jours si vous êtes bien isolé. Le combustible se trouve souvent en grande distribution et se stocke en sac. Et son rendement est meilleur que celui d'un poêle à bûche. Et vu qu'il a un système de ventilation forcé aussi par la ventilation et une contrôle électronique à l'intérieur, son rendement est meilleur qu'un poêle à bûche. Les contraintes sont la manutention donc, des sacs de granulés, l'entretien, comme tout équipement de chauffage bois, nécessite un voire 2 entretiens annuels. Et le point de vigilance serait aussi le stockage du combustible. Pour cette année, j'aurais ajouté la variabilité du prix du granulé qu'on a observé un peu depuis le début d'année. Depuis début d'hiver, je dirais plus que début d'année. Voilà. On est un peu dépendant d'une industrie du granulé qui est lui aussi dépendant du coût de l'électricité et le coût des énergies. Le poêle à bois. Donc, le poêle à bois, on a un rendement jusqu'à à peu près 90%. Le poêle à bois, un équipement rustique, on va dire ça, même si dans sa conception, ça s'améliore avec les entrées d'air primaires, secondaires, voire tertiaires pour améliorer la combustion du bois et des gaz relâchés par la combustion du bois. Le poêle à bois ne nécessite pas d'alimentation électrique, donc l'allumage se fait manuellement et le chargement va se faire manuellement. Le combustible est bon marché et largement disponible. Les points de vigilance restent toujours la manutention du bois, donc il faut faire rentrer le bois. On va voir un peu une vidéo après sur, on a vu une vidéo sur comment choisir son bois, mais voilà, sur l'allumage et l'entretien du poêle. Le point de vigilance, ce serait aussi sur le séchage du combustible, d'avoir un bois bien sec pour bénéficier d'un maximum d'énergie du combustible. Et voilà, le point négatif un peu, c'est la faible autonomie. Donc, quelques heures d'autonomie du poêle. Donc, une fois le poêle va vite monter en température. Donc, si c'est un poêle en fonte, il va vite monter en température et va aussi vite redescendre en température après la flambée. Donc, l'alternative à ça, ce sont des poêles de masse, donc des poêles à accumulation. Je pense que c'est aussi connu ici sous le nom de poêle alsacien ou de poêle norvégien. Ce sont des poêles qui ont beaucoup de masse, donc des briques réfractaires ou
il y a des poêles qui se construisent aussi en argile, qui pèsent très lourd, donc de 500 kg à plusieurs tonnes. Donc, pour l'installation de ce poêle, un point d'attention sur la solidité de votre plancher qui doit accueillir ce poêle. Donc, le poêle en lui-même, le cœur pour brûler les combustibles sont en fonte. La combustion restitue cette chaleur à cette masse thermique de 500 kg ou d'une tonne autour qui va restituer lentement cette chaleur. Donc, vous avez une autonomie de 8 à 24 heures à peu près pour le poêle de masse. Donc, vous avez une température de surface qui est basse, 80 degrés, peut-être un peu moins, dépendant de la flambée que vous avez faite. Donc, c'est adapté pour des petites surfaces. Donc, vous pouvez avoir une petite chambre avec un poêle de masse qui va rayonner lentement vu que l'appareil va être à 80 degrés contre 200 degrés pour un poêle en fonte. Donc, ça peut être un peu dérangeant d'être près d'un poêle en fonte qui est à 80 degrés. Donc, voilà, ça c'est pour le poêle de masse. Par rapport à la chaudière, alors, les chaudières bois, ça existe, mais on a décidé de pas forcément en parler parce que c'est une solution un peu au niveau de la manutention et au niveau, c'est pas forcément une solution très utilisée. Par contre, la chaudière à granulés, c'est une solution qui est beaucoup utilisée, notamment avec aujourd'hui les différentes réglementations qui, moi, j'allais dire imposent, mais c'est pas exactement comme ça, mais en tout cas qui incitent fortement à remplacer ces anciennes chaudières sous les gaz par des systèmes plus performants, dont la chaudière granulée fait partie. Donc les points positifs, il y a effectivement un très bon rendement. Notamment, il existe aussi maintenant des chaudières à granulés à condensation. Donc c'est-à-dire qu'ils ont encore des meilleurs rendements puisqu'ils récupèrent un peu des pertes qu'on avait dans les fumées. Une alimentation qui est automatique, donc selon la distance entre la chaudière et le silo, on va avoir ça, une alimentation en vis sans fin si la distance est faible, soit une alimentation avec une aspiration si la distance est un peu plus grande, au-dessus de 3 mètres. Et puis forcément une programmation, une régulation, voilà, tout un système électronique qui permet d'avoir une régulation fine et une programmation horaire des chauffes. Alors le coût du combustible, j'ai mis entre les deux un peu, parce que si on avait fait cette présentation l'année dernière, on l'aurait mis dans les points positifs. Aujourd'hui, effectivement, ça a beaucoup augmenté pour plusieurs raisons, à la fois par rapport à une demande qui a augmenté du fait du remplacement des anciennes chaudières, à la fois au niveau de la crise énergétique, puisque pour faire du granulé, pour mettre en sac, il faut de l'électricité pour faire fonctionner les machines pour les produire, il faut du plastique pour mettre dans les sacs, il faut du carburant pour les transporter, il faut et il faut le bois aussi, la matière première a augmenté, donc forcément la chaîne a augmenté, ce qui fait qu'au final le prix augmente. On en parle un petit peu après aussi en comparant les différentes énergies en novembre, ça a un petit peu diminué depuis. Les points de vigilance, c'est effectivement un investissement initial qui est assez important, même s'il y a des aides financières qui permettent de compenser un petit peu, mais c'est quand même un investissement initial important, notamment avec la chaudière, plus le silo, plus les différents aménagements que l'on doit faire. Et puis le stockage, en tout cas le volume de stockage important, ce qui n'est pas le cas notamment pour les pompes à chaleur si on compare à l'énergie, au système en tout cas qui est utilisé aussi pour remplacer les chaudières. Pour donner un ordre de grandeur, souvent 1000 litres de fuel, donc ce qui correspond à 10 000 kWh, on l'obtient à peu près avec 3 mètres cubes de granulés. Et voilà, les stockages, ça va être entre 1 et 10 mètres cubes selon ce que vous souhaitez. Ça, c'est bon. Et la question des anciens appareils versus les nouveaux appareils. Alors, effectivement, souvent, parfois, peut-être vous posez la question aussi, il y a eu des interdictions de chauffage bois à cause de la pollution de l'air. Donc voilà, c'est une grande question, effectivement, la pollution de l'air. Et certains peuvent se dire, mais pourquoi on encourage le bois alors que on émet des particules et dans certaines régions, ça amène des gros problèmes. Savoir que, donc là, en se basant sur les avis de l'ADEME qui sortent des documents techniques sur différents sujets. Aujourd'hui, un appareil qui sort aujourd'hui, qui est flamme verte 5 ou 6 étoiles, il émet 10 fois moins de particules fines qu'un foyer fermé en 2002. Pardon. Donc, c'est quand même sans commune mesure. Et voilà, aujourd'hui,
certes, ça émet des particules, mais ça n'a rien à voir par rapport aux équipements anciens qui, effectivement, amenaient pas mal de particules et de pollution de l'air. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ça? Donc voilà, c'était surtout ce point-là que je voulais mettre en évidence. Sur au niveau des rendements, donc bon là, il y a des fourchettes qui sont un peu larges, mais effectivement, les inserts, les foyers fermés, déjà, dans ce tableau, vous ne verrez pas les cheminées à foyer ouvert, puisque forcément, on ne considère pas ça comme des systèmes de chauffage performants, mais comme un appoint, un agrément. Les inserts foyers fermés, on est à peu près autour des 80% de rendement, avec une autonomie assez faible. Le poêle à granulés, on est un peu au-dessus avec une autonomie, effectivement, selon la taille de la trémie, entre 1 et 3 jours. Les poêles à accumulation, avec une autonomie un peu plus faible. Par contre, en chauffage central, donc tout ce qui est chaudière granulée, chaudière bûche, on est sur des rendements similaires au poêle, voire même un peu plus avec les chaudières à condensation, ce que je disais tout à l'heure, et avec une autonomie qui peut aller pour les chaudières granulées à 6 mois, voire 1 an, selon l'autonomie, selon la taille du silo qu'on va avoir. Et avec aussi des livraisons semblables à ce qu'on peut retrouver sur du fuel. Donc du coup, avec voilà, il faut les mêmes contraintes que sur le fuel. Donc il faut que le camion puisse passer, il faut que la distance soit suffisante, enfin, en tout cas, soit pas trop importante surtout. Mais c'est un peu les mêmes contraintes que pour la livraison du fuel. Au niveau du budget, je laisse Shakti en parler. Tac. Je retourne dessus. Hop, donc, quel budget prévoir? Donc, le budget va dépendre de plusieurs facteurs. De l'habillage de l'appareil. Donc, si jamais vous achetez un poêle et si vous souhaitez avoir un habillage autour, c'est souvent applicable pour les poêles à granulés, dépendant du design, de la couleur, etc. Est-ce que vous avez un conduit existant de fumée ou c'est à créer? La longueur des conduits et des tubages à installer. Et aussi la facilité d'installation des équipements, donc la quantité de travaux à effectuer dans votre logement. Les coûts indicatifs des appareils sont spécifiés ici. Donc, pour un insert des foyers fermés, bon, c'est des fourchettes très très larges. Donc, nous, ce qu'on observe un peu sur le marché ici, des poêles à bûches posés souvent pour un chantier ou avec un conduit existant, ça tourne autour des 4 000 euros, à peu près 4 000, 4 500 euros. Pour un poêle à granulés, pareil, 4 000 à 4 500 euros. Les poêles à accumulation, on n'en croise pas tous les jours. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Ça se met plus souvent dans des gros projets de rénovation où le plancher est refait, où la maison est refaite à neuf, ou dans des projets de construction de neuf. En chauffage central, voilà, vous avez les prix. Ce qui se fait le plus communément, ce sont les chaudières automatiques à granulés, entre 6 000 à 15 000 euros. Ce qu'on observe, c'est plus vers les 15 000 euros que 6 000 euros. Alors, sachant que là, le prix, il est hors pause, hein, c'est bien noté. Effectivement, la pause, ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure qui était posée sur les conduits, sur tout ça. Donc forcément, après, on peut vite monter selon les contraintes qu'on a. C'est ça. Donc ça c'est bon. Donc justement sur le cours de l'énergie, il y avait quelques remarques, quelques questions sur ça. Donc ça c'est par rapport à, donc ça a été fait en novembre 2022. C'est nos collègues de l'AGENA, qui est une structure un peu plus dans le centre de la France, qui fait un petit Argus de l'énergie, qui prend les différents prix et qui le ramène en euros par kilowattheure. Donc, voilà, qui prennent des hypothèses. Cet Argus-là, si on le regardait l'année dernière, le granulé, donc là, le granulé, si on prend le granulé en vrac, il est autour des 16 centimes. L'année dernière, il était autour des 7 à 8 centimes. Donc, il a, on va dire, plus que doublé. En tout cas,
si on prend cet exemple-là. Donc, effectivement, en novembre 2022, je pense que c'était quasiment le pic, parce que on commençait l'hiver, et c'est là qu'il y a eu beaucoup de demandes, les gens sont un peu précipités, donc forcément, s'il y a plus de demandes, le prix augmente. Mais voilà, donc ça restait au pic en 2022, à peu près au même prix que l'électricité et que le fuel, un peu moins cher, un peu plus cher, pardon, au niveau du granulé. Là, ça a déjà un petit peu diminué, mais je pense pas qu'on redescendra au niveau qui était enfin l'année dernière. Donc voilà, après, est-ce que ça va stabiliser à 10 centimes, à 12 centimes, à 14 centimes voilà, ça c'est compliqué, je pourrais pas vous le dire. Mais a priori, ça devrait quand même baisser parce que les facteurs de la hausse vont normalement beaucoup moins impacter le prix du granier dans l'avenir. Voilà, par contre, le bois bûche est resté grosso modo au même prix, puisque il est beaucoup moins impacté par tout ce qui est. Il y a beaucoup moins de transformation, donc forcément on utilise beaucoup moins d'électricité pour le produire, et il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de choses comme ça, donc ça reste à peu près au même prix. On profite toujours lorsqu'on monte cet Argus-là pour parler du solaire, qui n'envoie toujours pas de facture aujourd'hui. Donc voilà, on est à peu près sur ces ordres de grandeur-là. Mais c'est assez fluctuant, hein. Comme vous l'avez vu, c'est un marché qui est assez. Enfin, marché, en tout cas, les prix sont assez volatiles en ce moment, et donc d'un mois sur l'autre, on peut voir des grosses fluctuations. Voilà. Alors, je vais laisser Shakti parler de ça. Donc voilà, comment choisir sa bûche, comment la reconnaître. Donc pour les bûches, le taux d'humidité maximale conseillé est de 23%. Au-delà de ces 23%, vous n'avez pas une combustion optimale et vous n'avez pas le rendement optimal des bûches. Pour les plaquettes, c'est 30% et 10% pour les granulés et les briquettes. Pour les granulés et les briquettes, c'est assuré par les normes EN+, et DIN+, et normes françaises. Donc, il devrait être à 10% d'humidité. Donc, retournons à la bûche. Comment bien choisir sa bûche? Il faut qu'elle soit déjà fendue. Des petites fissures sont toujours un bon signe d'un bon séchage. Et quand on tape dessus, donc elle doit être légère et elle doit résonner, donc que toute l'eau intérieure puisse s'évaporer. Et quand on l'allume, qu'il y ait des flammes bleues. Voilà, donc et aussi veiller qu'il y ait peu de moisissures et pas trop attaqué par les insectes, pour éviter d'emmener des insectes dans votre maison si vous avez une charpente en bois ou des poutres dans votre maison pour éviter d'emmener des insectes qui pourraient être xylophages dans votre logement. Passer à l'autre. Donc, comment stocker vos bûches? On a une question. Donc, pourquoi la bûche idéale doit être sans écorce pour éviter de brûler tout ce qui est champignons, moisissures ou même une écorce humide. Mais bon, l'écorce peut être utilisée pour l'allumage. Souvent, ça pourrait être, si c'est bien sec, vous pouvez le casser et l'utiliser comme bois d'allumage. Comment stocker son bois dans un abri couvert, idéalement décroché du sol, donc sur une palette ou sur une surface avec un système d'aération en dessous. Espace couvert, bien ventilé. Si vous pouvez fendre les bûches au préalable, ça va sécher plus rapidement. Sans les écorces aussi, ça va permettre que la bûche elle sèche en profondeur plus rapidement. Et respecter les conseils de votre vendeur et avoir un séchage de 18 mois minimum. Je dirais même 2 ans pour un bois qui vient d'être coupé. Les granulés de bois doivent se stocker en intérieur, encore une fois décrochés du sol pour avoir un maximum d'aération
pas que ça en contact du sol ou avec des risques d'humidité par le dessous, des remontées capillaires. Et dans un endroit à l'abri des intempéries, donc du vent, de la pluie et de l'humidité surtout. Voilà, donc espace de stockage intérieur ou cave, si c'est bien ventilé et protégé. Passer à l'autre slide. Pour allumer un feu sans le rater d'un coup. On va peut-être directement passer à la vidéo, non? Ouais, on va laisser l'expert. On va laisser Peter vous parler de ça. Tac, allez. Je vais juste mettre ça là. Hop. Voilà. Je vais vous parler de l'allumage du feu. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un briquet et une bûche pour bien allumer un feu qui vous chauffe. Alors je vais vous donner quelques astuces pour bien allumer un feu sans enfumer tout le monde. Tout d'abord, vous avez besoin de plusieurs ingrédients. Des allumes-feu, du bois d'allumage de différentes tailles et des bûches. Aujourd'hui, il existe des allumes-feu écologiques, comme des cubes de bois compressés ou de la laine de bois imbibée d'huile végétale. Après, vous devez choisir votre bois d'allumage. Il est constitué de petits morceaux de bois tendre, comme du saule, du bouleau ou des résineux, ou encore des fragments de bûches densifiées, du petit bois déchiqueté, de l'écorce ou même des pommes de pin. Il faut s'assurer que ce bois soit extra sec. Les bûches de feu sont des bûches de feuillus dures. Si possible, fondues en petites sections. Plus c'est petit, mieux c'est. Faites un tas avec les allumes-feu et le bois d'allumage, de façon à ce que les éléments ne soient pas trop serrés. L'air va être nécessaire à la combustion, il doit pouvoir circuler aisément. Par-dessus ce tas, positionnez les bûches. Il est possible d'ajouter les bûches dans un second temps, lorsque les premiers éléments ont commencé à constituer les braises et que la température du foyer est déjà élevée. Mettez le feu à l'allume-feu et refermez la porte tout en veillant à ce que les entrées d'air de votre appareil soient complètement ouvertes. Si besoin, ouvrez le tiroir à cendres pour augmenter le débit d'air le temps de l'allumage. Les entrées d'air pourront être progressivement refermées. Après au moins une demi-heure de flambée vive, si les braises sont importantes et les flammes intenses. Petite cerise sur le gâteau. Pour être encore plus respectueux de l'environnement, je vous propose un allumage par le haut. On va monter le tas à l'envers. Les bûches en dessous et le petit tas de bois d'allumage avec l'allume-feu au-dessus. On enflamme l'allume-feu et on laisse les flammes se répandre aux éléments inférieurs. Cette méthode est plus écologique que l'allumage classique. Et oui, on commence par chauffer le foyer avant de s'attaquer aux grosses bûches. Du coup, l'air se réchauffe et s'assèche pendant que le feu brûle le petit bois d'allumage. La température monte et quand les flammes arrivent aux bûches, elles sont prêtes à donner leur maximum. Les gaz qui s'échapperont du bois pourront également bien brûler grâce à la température élevée. Voilà, c'est simple, non? N'oubliez pas qu'un bon allumage est primordial pour éviter les émissions de polluants. Voilà, donc ça répond un petit peu à la question de l'allumage inversé, l'allumage par le haut. Il y a plusieurs termes, mais c'est ça le principe. Il vous a expliqué un petit peu l'avantage. Alors, entretenir la flamme, donc une fois qu'on l'a allumé, là aussi, du coup, on va passer à la dernière vidéo, ce sera plus simple. Hop, gère ton feu. Pardon, hop. Hey, vous aimez la nature? Moi aussi. C'est pour ça que j'essaie d'être vigilant. Pour pas gaspiller tout ce qu'elle nous offre. Vous voulez vous chauffer au bois? Excellente idée. Mais faut pas enfumer tout le monde. Avec les bonnes pratiques, c'est mieux. Je vais vous donner quelques conseils. Si vous chauffez avec un poêle ou un insert. Pour vous aider à préserver la qualité de l'air et tirer le meilleur rendement de votre bois. Tout d'abord, dites-vous que tout ce qui est noir pendant ou après un feu, c'est du bois gaspillé. Il n'a pas brûlé. Le charbon dans le foyer, les cendres noires, la suie sur les vitres ou dans le conduit, les fumées de cheminée, tout ça, c'est du bois qui ne vous a pas chauffé. Et contrairement à l'adage, il peut y avoir de la fumée sans feu. Et surtout, on peut faire du feu sans fumée. Dans un appareil qui fonctionne bien,
La vitre ne s'encrasse pas. 2 ou 3 nettoyages par saison de chauffe suffisent. Donc observez votre appareil. Si vous avez beaucoup de noir après un feu, c'est que vous avez gâché du bois. Et donc pollué l'air par la même occasion. Parce que ces petites particules fines qu'on retrouve dans l'air sont du bois qui a mal brûlé. Elles sont extrêmement nocives pour votre santé. Alors, comment faire pour atténuer la quantité de noir? Ne brûlez pas de bois de récupération. Pas d'autres matériaux. Que des bûches de bois traditionnelles ou densifiées. N'utilisez que du bois bien sec. Je vous prépare une petite vidéo à ce sujet. Ça va envoyer du bois. Il faut également veiller à ne pas acheter un poêle trop puissant. Si on est gêné par la trop forte chaleur d'un poêle qui chauffe à plein régime, on va chercher à le faire tourner au ralenti. Cette pratique est très mauvaise pour l'encrassement du conduit. Donc, pour votre sécurité, votre porte-monnaie et surtout, la qualité de l'air que vous respirez. La solution pour éviter ça, c'est de faire fonctionner votre appareil à plein régime, en faisant des flambées vives, plutôt que de laisser votre poêle ou votre insert ronronner. Pourquoi rouler avec une voiture de course à 30 km/h? Et lorsqu'on a atteint la température souhaitée, on ouvre les entrées d'air et on laisse le feu s'éteindre. On en rallumera un quelques heures plus tard si nécessaire. Voilà. Tac. Donc, bah, voilà, il y a tout qui a été un petit peu résumé sur ça. Peu de fumée, pas d'encrassement de la vitre, c'est les signes que la combustion se passe bien. Alors, tac. Donc, après, au niveau de l'entretien, donc il y a ce qu'on peut faire soi-même et ce qui est réservé aux professionnels. Ce qu'on peut faire soi-même, bah, c'est vider fréquemment le cendrier. En général, sur les poêles à granulés, il y a tellement peu de cendres que souvent, en fait, on l'oublie. Donc, il faut penser à pas l'oublier. Nettoyer la vitre. Bon, après, c'est des choses assez basiques, mais qui sont quand même importantes. Pour la chaudière, c'est pareil. Vider le magasin, donc au niveau des cendres. Vérifier le niveau de combustible, parce que bah, forcément, s'il n'y a plus de granulés ou s'il n'y a plus de bois, ça ne chauffera pas. Et pour le nettoyage, il y a des outils un peu spécifiques, donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on utilise. Pour l'entretien par le professionnel, donc tout ce que je disais tout à l'heure, Shakti, l'entretien annuel, obligatoire, mais comme pour tous les appareils de chauffage, hein, que ce soit du bois ou du fuel ou tout combustible, il y a un entretien qui est à faire à partir du moment où il y a une combustion. Et puis pour le bois, il y a le ramonage qui est assez spécifique à faire 1 ou 2 fois par an selon on se situe, selon aussi certaines zones, avec un certificat qui est notamment aussi important pour les assurances. Et puis aussi, c'est aussi important pour la consommation, puisque 1 centimètre de suie dans le conduit, c'est quand même des consommations en plus pour produire la même quantité de chaleur. Donc c'est aussi important à la fois pour au niveau des assurances, au niveau de la sécurité, mais aussi à la fois pour la partie consommation et pour votre porte-monnaie. Justement, en parlant de porte-monnaie, la partie aide financière. Je laisse Shakti. Ouais, c'est moi. OK. Donc, les aides financières qui existent pour l'installation d'un appareil de chauffage au bois, que ce soit un appareil d'appoint, donc poêle, insert, etc., ou un appareil de système de chauffage central, il existe les primes suivantes. Donc, la prime Rénov, dépendant de votre revenu fiscal de référence. Donc, ça va dépendre de, voilà, je dis de revenu fiscal de référence et le nombre de personnes qui habitent dans votre logement. Les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, donc ça, c'est aussi une aide nationale et vous avez un bonus si vous remplacez votre ancienne chaudière fuel ou gaz, donc équipement de chauffage central par une chaudière à granulés ou une chaudière à bûche alimentation manuelle, vous serez éligible au C2E, au coup de pouce C2E, donc avec une bonification. Pour le reste, ça sera des C2E normales. Le chèque énergie durable, donc sous condition de ressources, donc c'est une aide de la région. Et c'est aussi pour l'installation des chaudières à bois et des chaudières à granulés. La primaire bois, quant à elle, elle est sans condition de ressources. C'est une aide départementale, donc
département des Bouches-du-Rhône. Et ça va être en remplacement d'un système qui date avant 2002. Donc, un ancien insert, un ancien poêle ou le fermeture d'un foyer ouvert. Il y a aussi une prime si vous souhaitez faire installer un filtre à particules sur votre conduit de cheminée. Vous pouvez aussi être éligible au prêt à taux zéro, donc jusqu'à 10 000 euros pour installer un poêle à granulés ou un poêle à bois ou une chaudière à bois. Voilà, c'est de la part de votre banque. Voilà, donc le chèque énergie durable, c'est assez récent. Enfin, en fait, c'est une annonce qui a été faite il n'y a pas très longtemps et c'est valable. Enfin, vous pourrez faire les demandes à partir de mars, même si donc du coup, mais vous pouvez joindre des factures depuis septembre. Donc il y a 6 mois. Donc là, si vous faites les travaux maintenant, vous y avez droit, mais vous pourrez faire les demandes qu'en mars. Donc ça, c'est une nouvelle aide qui existe sur le chauffage bois, mais c'est aussi sur d'autres types de travaux, sur quasiment, enfin tous les types de travaux, en tout cas la majorité. Après, il faut regarder parce qu'il y a des conditions de ressources à respecter, mais en tout cas, ça peut être un plus par rapport à certains travaux que vous envisagiez. Il y avait des questions, oui, sur la partie au-delà des particuliers, quelles aides pour les petits professionnels du tourisme, gîtes, hôtels, etc. Alors pour ça, il y a, a priori, il y a un crédit d'impôt qui est revenu il n'y a pas longtemps. J'ai vu passer l'information, même si faut creuser ça. Après, ce que vous pouvez faire, c'est contacter soit, alors je sais pas si les ALEC le font, mais donc, moi j'ai un collègue qui s'occupe du petit tertiaire, donc et aussi, donc c'est un peu en lien parce qu'il doit avoir aussi les informations pour ce type de statut d'occupation. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez les coordonnées à la fin de la diapositive, à contacter mon collègue pour qu'il puisse répondre peut-être à vos questions plus spécifiquement. Parce qu'effectivement, les aides ne sont pas les mêmes selon le statut qu'on a. Pour un foyer, donc normalement, on a terminé la présentation qu'on avait prévue. Donc là, on va passer aux questions, même si on a répondu plus ou moins aux questions au fil de l'eau. Du coup, je vais laisser ça pour l'instant pendant qu'on répond aux questions. Pour un foyer cheminée escamotable, je suppose que les aides, c'est 0. Non. Je passe chaque. Il a envoyé le lien, a priori. Lignas Jaimon. Cheminée à gaz. Vous avez envoyé un lien de cheminée à gaz. C'est une cheminée ouverte et le soir, on ferme. Si c'est un foyer ouvert, les aides ne seront pas applicables. Il faut que les appareils puissent respecter des normes, donc notamment le label Flamme Verte 7 étoiles et toutes les normes qui sont demandées par MaPrimeRénov' sur les appareils de chauffage au bois. Donc là, apparemment, c'est du chauffage au bois. Il disait, mais ouais, à mon avis, ça risque de poser problème sur le rendement, je pense. Ça. Parce que lorsqu'il est fermé, peut-être qu'il va respecter, mais lorsqu'il est ouvert, ça ne va pas respecter au niveau des rendements. Et je pense que c'est pas vraiment considéré comme un chauffage éligible aux aides, mais à vérifier. On n'est pas, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu ce cas-là, donc à vérifier. C'est ça, à vérifier avec les fiches techniques de l'appareil. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre contact avec nous. On pourrait regarder les critères de performance de l'appareil ensemble. Il a regardé, enfermé 87%, en ouvert, 3 petits points. Ouais, j'ai ça, mais bon, il y a peut-être un cas particulier sur ce type de système, mais bon, j'ai jamais eu le cas pour l'instant. Pour la bûche Fontoisier, quelle est votre recommandation? Jacques, si tu veux. Moi, je regarderai beaucoup le poids de l'appareil pour connaître la masse de l'appareil et la quantité de chaleur que ça peut emmagasiner et restituer au logement. La fonte va restituer un peu plus lentement que l'acier. Donc, je pense que si vous voulez un peu plus d'inertie, ce serait la fonte. Et après, vous pouvez aussi songer à placer des briques réfractaires tout autour de votre
de votre poêle ou même créer voilà, derrière votre poêle un mur en briques réfractaires pour que ça emmagasine de la chaleur et que cela restitue plus lentement, à une vitesse plus lente que la fonte ou l'acier. Donc, c'est de rajouter d'autres matériaux qui restituent plus lentement. Donc, l'argile, la brique, qui vont absorber et restituer lentement pour avoir une belle autonomie, peut-être avoir un peu de chaleur le matin qui vous reste de votre flambée de la veille. N'hésitez pas s'il y a encore des questions. Pendant que vous posez vos questions, juste revenir sur les aides financières rapidement. Donc les aides financières, là, c'est les aides financières qu'on appelle en poste par poste, c'est-à-dire uniquement sur le remplacement d'un système de chauffage bois, sans forcément penser à une rénovation plus globale. Mais sur une rénovation plus globale, en fait, il y a un autre parcours d'aide financière, on va dire, qui existe, sans rentrer dans le détail, en fait, mais par contre, c'est des forfaits qu'on va avoir avec plusieurs milliers ou voire plusieurs dizaines de milliers d'euros selon l'ambition qu'on donne à sa rénovation. Et donc, le chauffage bois, forcément, est englobé dans ces forfaits-là. Mais voilà, c'est une philosophie, mais aussi un parcours un peu différent au niveau des aides financières. Ça, après, ce sera plus en nous contactant qu'on pourra faire le point avec vous et définir tout ça. Mais voilà, là, c'est vraiment en ponctuel sur le remplacement d'un système ou la création d'un système de chauffage bois. On aura ce type d'aide financière directement. Sur une rénovation globale, c'est autre chose. Quel rejet de CO2 total pour un insert à granulés? Là, j'ai pas l'information, donc c'est une question qu'on va noter. Dépendre de la quantité de granulés qui est brûlée, que vous consommez par année. Et si je ne me trompe pas, là, les émissions CO2 sont mentionnées sur le sac à granulés. Donc, je pense que c'est une info qu'on peut trouver sur Internet. Donc, le pouvoir calorifique d'un sac à granulés, on l'avait vu plus tôt, d'un kilo de granulés, et le rejet de CO2 par kilo brûlé de granulés. On pourrait rechercher ça. Donc, sur le pouvoir calorifique, c'était autour des 4600, on a dit. Donc, en général, c'est à peu près ça. Pour les émissions de particules, ouais, j'ai pas l'information. C'est peut-être une dizaine ou une quinzaine de grammes de CO2, mais à vérifier. Sur l'Argus de l'énergie, on l'a pas. Je vais juste vérifier ça. Ah si, sur l'Argus, il doit y être, ouais. Voilà. Ah oui, mais parce que c'est considéré comme neutre, parce que, ouais. En fait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en préambule, c'est que au niveau normatif, ils considèrent que c'est neutre parce qu'ils considèrent que au niveau global, l'arbre a absorbé du CO2 lors de sa croissance, et donc, voilà. Mais effectivement, lors de la combustion, qu'est-ce qu'ils disent en dessous? Bah, en fait, en dessous, il y a l'explication, c'est exactement ce que j'ai dit. Mais non, ils disent pas, mais ça doit être quelques dizaines de grammes de CO2 par kilowattheure. Pour les granulés, bon, ça va être la combustion des granulés qui va générer du CO2, mais il y a aussi toute l'industrie du granulé. Donc, dépendant d'où est placée l'usine produisant le granulé, par exemple, si on achète des granulés qui ne viennent pas de France, donc qui viennent d'ailleurs, ou d'énergie produite par des centrales à granulés allemandes, par exemple, produite par des centrales à charbon, l'impact CO2 sera un peu plus fort que les granulés produits en France, par exemple, en considérant que l'usine aussi marche à l'électricité et pas au mazout. Donc, c'est tout ça à prendre en considération. Et d'où viennent les granulés aussi, son emballage. Donc, il y a plein de facteurs à compiler pour vraiment connaître l'émission finale du CO2 des granulés. Alors, est-ce rentable d'extraire la chaleur de la pièce ou une cheminée vers, par exemple, un couloir? Alors, ça peut être intéressant. Après, il faut veiller à ne pas dimensionner le poêle pour que ça soit un espèce de chauffage central, parce que sinon, dans la pièce où il est installé, vous allez avoir trop chaud. Ça reprend un peu la vidéo. Et voilà, donc récupérer un petit peu, oui, ça peut être intéressant, mais voilà, il faut pas que ça soit vraiment le système principal, parce que sinon, c'est pas fait pour. Enfin, c'est pas fait pour. En tout cas, ça peut amener des problèmes de surchauffe. À vous, un comparatif suivant les essences de bois. Là, sous la main, non, mais on peut rechercher ça et vous le transmettre dans le lien, dans le compte rendu. Attention au pain qui encrasse les cheminées, oui.
effectivement. D'ailleurs, on en a parlé, je pense. Hein, chaque titre, tu en as parlé. Oui, Et selon les essences, ouais. Ouais. Ce que j'ai aussi cru comprendre à l'utilisation, c'est que le pain, s'il est bien sec et mélangé à d'autres essences feuillues, peut bien s'utiliser aussi. Comme on est dans une région qui a beaucoup de pain, l'objectif, c'est d'avoir un bois très sec pour avoir le minimum de résine présent dans le bois. Donc, il ne faut pas qu'il y ait chauffe brûler que ça, mais oui, ça peut. Voilà, en mélangeant avec des essences feuillues, ça se fait bien. Comment pulser l'air chaud du haut du plafond dans la pièce? Peut-être ça, tu veux répondre, Chakti? Oui, je pense qu'on parle du phénomène de stratification de l'air. Pulser l'air chaud du haut de la plafond. Donc, quand on chauffe, l'air chaud, il a tendance à monter, à s'accumuler dans le haut de notre pièce. Donc, souvent, si on a des hauts plafonds, donc au-dessus de 3 mètres, on dépense beaucoup d'énergie, que ce soit pour n'importe quel système de chauffage. Hein. Si c'est des radiateurs électriques, des radiateurs à eau, à gaz, etc. Ça chauffe de l'air chaud qui se stocke en haut de notre pièce. Donc, on dépense beaucoup d'énergie pour chauffer tout le volume qui est inutilisé par l'humain. Donc, nous, on vit jusqu'à 2 mètres de hauteur. Donc, comment faire pour redescendre cette air? Il existe des appareils qui sont des petits ventilateurs spécifiques, ça s'appelle des stratificateurs, qui peuvent se mettre au plus haut, souvent à l'intérieur, au pignon, pour faire redescendre l'air chaud qui s'est accumulé. Ce sont des appareils qui sont un peu coûteux. Donc, une alternative un peu plus low-tech, entre guillemets, serait de mettre des brasseurs d'air, donc des ventilateurs de plafond, qui peuvent vous servir en été et en hiver. Il existe des ventilateurs de plafond avec deux modes, pour que les pales tombent dans un sens pour créer vraiment cette déstratification de l'air, ou dans l'autre sens pour créer des flux d'air pour vous rafraîchir l'été. Donc ça, c'est des petits appareils qui peuvent vous installer, qui peuvent vous servir été comme hiver. Voilà. La stratification, donc c'est bon à garder en tête. Plus on a les plafonds hauts, plus on chauffe le haut avec notre système de chauffage, n'importe que ce soit. Qu'est-ce que c'est Donc, l'objectif, c'est de, si vous voulez faire des économies, c'est de ramener cet air chaud vers le bas, donc les stratifier. Et des stratificateurs, c'est vraiment pas des ventilateurs classiques, hein, c'est vraiment des équipements spécifiques qui vont créer un flux vraiment centré, enfin en tout cas d'un diamètre assez faible, mais avec un très gros, une espèce de, on peut dire un gros débit, même si c'est peut-être pas forcément le terme exact, mais en tout cas avec pas mal de flux qui va, voilà, ça va être important pour amener pas mal d'air chaud en bas. Problème de connexion, je peux le déviater, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous pourrez, comme je disais, vous aurez le lien et vous pourrez revisionner ce que vous n'avez pas pu voir. Comment calculer la puissance d'un poêle à bois? Ça, je ne l'ai pas vu, cette question, mais peut-être il te l'a envoyé en. Non, c'est là, c'est en dernier. C'est récemment. Ok. Okay. Donc, c'est quoi? Comment calculer la puissance, c'est ça? Voilà. Et ben, c'est tout un métier. En fait, ça va dépendre de plusieurs points. Ça va dépendre du volume à chauffer. Ça va dépendre surtout du niveau d'isolation du logement. Puisque un logement qui n'est pas isolé, ça va demander beaucoup plus de chaleur qu'un logement qui l'est. Voilà. Après, donc ça, en général, c'est le métier des installateurs qui doivent faire un dimensionnement en fonction de tous ces critères-là. Et voilà, c'est un peu, il n'y a pas vraiment de. Enfin, disons que les ratios qui peuvent exister, c'est tellement dépendant du niveau d'isolation, de l'orientation, des pièces, enfin voilà, Où est c'est un peu placé le compliqué. poêle? Ouais. Voilà, si la maison fait 100 mètres carrés et que le poêle est placé dans une pièce qui fait 30 mètres carrés, le poêle ne devrait pas être dimensionné pour une maison de 100 mètres carrés. Il devrait être dimensionné par rapport aux pièces et aux pièces sur lesquelles cette pièce est ouverte. Donc ça, c'est vraiment le travail d'un professionnel afin d'avoir un poêle correctement dimensionné. Et comme ça a été dit sur la vidéo, il vaut mieux sous-dimensionner un poêle qui carbure à pleine puissance pour retirer le maximum d'énergie d'une bûche et du poêle, et pour moins encrasser le poêle, le conduit et l'air extérieur. Et de ce même monsieur, il avait posé la question quel matériau utiliser derrière un poêle en lien avec la norme. C'est aussi les installateurs qui
pourrait vous conseiller, mais il y a des matériaux spécifiques qui sont sur le DTU pour la pose d'équipements de chauffage au bois. Il y a une certaine distance à respecter par rapport aux des distances de sécurité à respecter, par rapport à qu'est-ce que vous avez comme mur, si c'est de la brique ou du bois ou du placo. Donc, ça va dépendre du matériau aussi. Donc, il y a des distances de sécurité. Donc, c'est aussi des professionnels qui peuvent vous répondre à toutes ces questions et dans une visite de votre logement. Y a-t-il des tarifs réglementés sur la pose des appareils de chauffe? Tu veux répondre à ça, Olivier? Ouais, alors en fait, j'ai plus je sais pas, j'ai plus les questions. Donc, c'est quoi? Y a-t-il des tarifs réglementés? Non. Ouais, sur la pose des appareils de chauffe. Alors, réglementé, non. Le prix est libre en France. Après, ce qu'on voit régulièrement, c'est. Ça dépend, On mais voit, on sur voit un aussi des toile. barèmes qui ont été fixés par MaPrimeRénov' par rapport au prix maximum des équipements euh, pour les primes, afin que les appareils soient éligibles aux aides financières. Il y a des barèmes qui ont été établis par MaPrimeRénov'. Je sais qu'il y avait ça pour les pompes à chaleur, etc. Mais en Mais termes de prix, c'est pas vraiment sur la pose, du coup, c'est plutôt sur l'équipe, sur la l'équipement. globalité. Ouais. Voilà. Mais oui, il y a des barèmes qui ont été établis par MaPrimeRénov' pour pouvoir être éligible aux primes. Donc, les devis doivent respecter ces barèmes. Mais des tarifs réglementés, il n'y en a pas. Du coup, pour faire un peu la transition sur les dernières questions qu'il y a eu, justement, si vous voulez rencontrer des professionnels, rencontrer des conseillers, poser des questions, avoir des devis, etc. Le 18 mars, on organise un rendez-vous Réno, ce qu'on appelle, donc c'est un salon euh, à l'hôtel du département à Marseille, en partenariat avec le département. Et voilà, donc on sera présent avec différents stands, des professionnels dans les différents types de travaux, le chauffage, etc. seront présents. On expliquera les aides financières. Enfin, il y aura tout un tas de professionnels et de particuliers à cet atelier-là, à ce salon-là, pardon. Des retours d'expérience, des conférences, il y aura des différents villages organisés avec je prépare, je choisis mes solutions, des différentes étapes en fait du parcours de rénovation, donc la préparation, le financement, la réalisation et qu'est-ce que je fais après. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook Rendez-vous Réno 2023 ou sur nos sites aussi, vous aurez quelques informations. Et n'hésitez pas à vous inscrire et à y participer puisque ça peut être assez intéressant à l'hôtel du département le 18 mars. Voilà. Et sachez aussi, en dehors de ce salon-là, qu'on peut vous aider sur l'analyse des devis, le choix des entreprises. Voilà, n'hésitez pas à nous consulter pour qu'on puisse vous transmettre des listes et pour qu'on puisse aussi vous aider à analyser les devis que vous avez et, sur les différents critères objectifs que l'on pourra trouver. Voilà, je pense que tu peux mettre le numéro de Allo Rénov Énergie, comme ça, les Ouais. gens, si vous avez des questions et que vous souhaitez parler de votre projet en spécifique, je sais qu'on n'a pas pu couvrir toutes les questions qui ont été posées. Si vous voulez qu'on vous réponde, voilà, par rapport à votre projet ou toute question que vous avez, vous pouvez appeler ce numéro et vous serez recontacté soit par un conseiller de l'ALEC ou de la Maison Énergie Habitat, dépendant de votre région d'habitation. Voilà, comme ça a été mentionné au début de la présentation. Si on a quelques petites questions encore, peut-être on peut prendre avant la fin. Donc, je pense que tu as répondu à est-ce que c'est rentable d'extraire la chaleur de la pièce ou de la cheminée vers un couloir Oui, ou ça vers j'ai une répondu. pièce? Oui, c'est possible. Il y a des appareils de chauffage au granulé qui sont gainables aussi. Mais Euh, voilà, mais il faut pas que ça soit. Enfin, ce que je disais, c'est que voilà, il faut faire attention du coup au dimensionnement. exact. Exact. Et il Euh, existe à ce jour maintenant des poêles mixtes donc, qui sont bi-énergie, mm. qui font granulé et bois. Donc là, vous pouvez avoir les points positifs des deux combustibles.
C'est ça. Vous pouvez avoir la partie régulation, allumage, programmation qui est faite par le granulé, puisque le combustion est l'allumage, etc., est plus facile et peut être programmable pour l'allumer, pour l'éteindre, etc. Et puis le coût de la bûche qui est aujourd'hui beaucoup moins cher lorsqu'on est chez soi pour chauffer. Mais c'est des systèmes, c'est une question qu'il y avait au début, c'est des systèmes quand même assez particuliers et on ne peut pas faire chauffer du granulé dans des systèmes qui ne sont pas prévus pour. Ouais. Voilà. Donc, de toute façon, le chat est enregistré, donc les questions auxquelles on n'a pas répondu, on les reprendra. Même si je pense qu'on a plus ou moins répondu, en tout cas à la majorité. Donc moi, j'ai bien noté sur la partie, donc pour le rejet de CO2 sur le granulé, on essaiera de transmettre une information et le comparatif au niveau des rendements. De questions qui étaient un peu en suspens. D'accord. Du coup, on va vous souhaiter une bonne soirée. Le prochain webinaire, alors je ne l'ai pas en tête, mais de toute façon, il y en a tous les mois, vous recevez l'information normalement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à en parler autour de vous et à partager les replays aussi avec les personnes de votre entourage. Et puis aussi, voilà, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro-là si vous avez un projet, des questions, des demandes d'informations, des envies sur la rénovation énergétique. Bonne soirée. Merci et puis beaucoup. à la prochaine pour un nouveau Donc, webinaire. Madame Marie Pauvert, on n'a plus trop de temps, mais je vous conseille de nous contacter sur Allo Rénov Énergie. On pourra faire le point directement avec vous par rapport à vos besoins. Ouais, point important, Merci. voilà, rendement. Mais on discutera effectivement, le plus simple, c'est de nous contacter via ce numéro-là. On pourra prendre le temps de vous répondre spécifiquement en fonction de votre maison, de votre projet, de votre besoin, etc. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis bonne soirée. Merci, bonne soirée Olivier.